Mention suivante, tout aussi intéressante et riche, d'un autre membre de la communauté FOAD de Bourgogne, l'ADAPT à Moneto, avec Juliette Janssen et Jérôme Bonin. Et donc ils vont venir, hein, et ils vont nous présenter les projets qu'ils ont mis en œuvre et qu'ils ont de formation ouverte à distance au sein de l'ADAPT et l'impact d'appartenir à la communauté FOAD de Bourgogne. C'est bien ça, hein, ce qui était prévu. Moi, je suis Jérôme Bonin, je suis formateur en informatique à l'ADAPT à Moneto, près d'Auxerre. Donc je fais des formations sur de l'informatique sur deux niveaux, des formations TAI, technicien d'assistance en informatique, sur un niveau bac, et T2SI, technicien supérieur de support en informatique, sur un niveau bac plus 2. Dans le cadre de ces formations-là, on est amené à faire pas mal de FOAD. On a l'avantage d'être sur un public qui maîtrise déjà l'outil. Et donc, on a déjà ce frein-là en moins en fait dans nos interventions, dans notre pratique de la FOAD. T'es prête? Et je passe la main à Juliette pour qu'elle se présente. Bonjour à tous, Juliette Janssen de l'ADAPT Bourgogne, chargée du centre de ressources. Le thème d'aujourd'hui, c'est apprendre en réseau pour avancer. L'idée de notre intervention avec Jérôme, c'était de reprendre ce thème et de vous le décliner au niveau d'un établissement de formation. Donc nous, on est un centre de formation basé à Moneto et à Dijon. Notre particularité, c'est qu'on accueille dans notre établissement des personnes en reconversion professionnelle suite à un handicap. Et l'idée, donc, c'est de vous parler un peu des différents réseaux dont on bénéficie à différentes échelles pour nourrir nos pratiques FOAD au sein de l'établissement. Alors, les origines de la FOAD à l'ADAPT Bourgogne, en fait, elles sont déjà issues d'un réseau. Alors, SQHM, c'est un thème un petit peu barbare, qui veut dire se qualifier hors les murs. C'est comme ça que la FOAD a débuté au sein de nos établissements. À l'origine, donc, c'est 12 centres de reconversion professionnelle qui se sont mis en réseau ensemble pour avancer sur la FOAD sur des fonds européens. Donc de 2002 à 2005, il y a eu pas mal de parcours de FOAD planifiés dans ces établissements. Alors c'est vrai, quand on parle de réseau, on pense souvent à des grands réseaux externes, des communautés qu'on peut trouver sur Internet. Moi, ce que j'ai envie de mettre en valeur, et je suis heureuse aujourd'hui de co-animer cette présentation avec mon collègue Jérôme, c'est déjà le noyau qu'on constitue en interne dans un établissement pour faire vivre les projets FOAD. C'est vrai que c'est souvent moi qui suis mise en lumière par rapport à des travaux de groupe en région, par rapport à des interventions, mais en réalité, dans l'établissement, on est tout un groupe de travail de 5 personnes. Alors, dans nos termes, nous, à l'ADAPT, on appelle ça un COPIL, un comité de pilotage sur la FOAD. On est donc 5 personnes à travailler sur ces sujets. Donc ce comité de pilotage, il a été mis en place en 2008 à la demande de la direction pour faire avancer l'établissement sur cette thématique. Moi, je crois beaucoup à ce mode de travail parce qu'effectivement, animer un sujet, des travaux sur la FOAD, c'est vraiment quelque chose de multifacette. Il faut maîtriser des choses sur le pédagogique, la technique, l'accompagnement, les ressources. Donc pour moi, c'est une vraie richesse d'avoir toute une équipe qui travaille sur cette thématique. Et aussi, ça permet tout simplement de garder une dynamique, parce que porter la FOAD seule dans un établissement, ça me semble vraiment compliqué. Ouais. Donc quand on se réunit avec notre groupe de travail dans l'établissement, ça nous permet d'aborder des choses, de faire remonter des thèmes qu'on peut ensuite présenter à la direction qui va, en fonction de nos recommandations, se positionner sur tel ou tel sujet. Alors je vous ai mis quelques petits exemples. Les premiers questionnements qu'on a eus à partir de 2008, c'était tout simplement quel type de FOAD on veut pour l'établissement. La FOAD, ça peut être vraiment réalisé sur plein de modèles différents. Nous, c'était déjà qu'est-ce qu'on va proposer à nos usagers, à nos apprenants. Donc nous, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas faire un CNED bis, on voulait voir nos apprenants.
au minimum déjà 2 semaines à leur entrée en formation. Et puis il y a toujours des regroupements prévus en centre. Donc on s'est toujours mis d'accord là-dessus. On se questionne aussi dans notre groupe FOAD sur des questions techniques, tout bêtement, des plateformes, des hébergements, des serveurs. Donc c'est pour ça qu'on est content aussi d'accueillir dans notre groupe de travail les formateurs informatiques qui nous donnent un vrai coup de main là-dessus, qui sont toujours partants pour faire, peut-être même un peu trop des fois, pour faire des expérimentations sur des nouveaux outils, des nouvelles plateformes. Donc ça c'est un vrai plus pour notre établissement. On se questionne aussi sur l'achat de ressources. Nous, on a fait le choix au sein de l'ADAPT Bourgogne d'acheter des contenus tout prêts pour ce qui concerne la remise à niveau. Donc on a beaucoup échangé en équipe avant là-dessus. Et puis, le nerf de la guerre, c'est aussi les ressources. Donc on s'interroge, on essaye aussi différents outils de production de contenu, sachant que nous, au niveau de l'ADAPT, on s'est arrêté sur un logiciel qui s'appelle Opal, qui a été réalisé par l'Université de technologie de Compiègne. Et on produit, on va dire, 80% de nos supports sur Opal. Voilà. Alors au départ, ce groupe de travail, on a réfléchi sur des questions. Au fur et à mesure, donc à partir de 2012-2013, on s'est aussi lancé dans des expérimentations. C'est un peu la force du groupe aussi. Notamment en informatique, puisque nos collègues étaient assez demandeurs sur ce sujet, et aussi en préorientation. Donc on a des prestations d'orientation dans notre établissement, tout simplement parce que les personnes qui ne peuvent plus exercer leur ancien métier ont besoin d'être accompagnées sur une reconversion, donc un nouveau métier à trouver. Et ces personnes ne peuvent pas toujours se déplacer vers notre établissement, tout simplement parce qu'elles peuvent avoir des contraintes familiales, des contraintes liées au handicap. Donc ces expérimentations, elles nous ont amenés à avancer, à nous poser des questions. Tout bêtement, si les personnes ne sont pas en centre au niveau de l'équipement informatique, comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on leur propose des prêts de PC? Comment on équipe ces PC? Qu'est-ce qu'on leur met à disposition dessus? Donc ça a été un gros travail du groupe. Avant de laisser partir aussi les apprenants en FOAD, ça a été un travail entre nous de se mettre d'accord sur un guide d'entretien qu'on fait passer à chaque personne avant qu'elle parte en FOAD. On vous en parlera un petit peu plus après. Et vraiment, le fait d'être en pluridisciplinarité sur ce sujet était intéressant. Il y a les formateurs de qualifiants qui ont apporté certaines questions, les formateurs de préo d'autres, voilà, etc. On a aussi été amené, puisqu'on propose une préorientation en ligne, à revoir tous les contenus pour les mettre en ligne. Donc là, ça a encore été un travail d'équipe. On a un collègue qui, quelques mois avant sa retraite, a été délégué sur cette tâche, donc il a basculé tous les contenus en ligne. Donc notre rôle dans le groupe, ça a aussi été de l'accompagner, parce que c'était un réfractaire de la FOAD. Et il a été surpris que ça fonctionne. Il ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Donc Roland, si tu nous regardes en ligne, on te fait un petit clin d'œil. Il s'est d'ailleurs lancé dans l'aventure FOAD pour nous démontrer que ça ne pouvait pas marcher. Oui. Et il a été tout surpris de voir que ça fonctionnait. Oui. Mais il a quand même joué le jeu intelligemment, puisqu'il a construit les ressources pour que ça fonctionne, en essayant de montrer que ça ne marcherait pas. Et ça a marché. Donc l'accompagner tout simplement pour déposer ses contenus, réaliser des contenus sur Opal, il s'est formé avec nous, voilà. Donc on a accompagné en interne. Et puis ça a été aussi une nouvelle pratique parce qu'au niveau de l'orientation, il y a quand même beaucoup besoin d'échanger avec soit son conseiller en insertion, soit avec d'autres personnes dans le même dispositif. Donc on a utilisé de plus en plus des chats vidéo. Donc, comme notre entreprise, notre association a la solution Google, nous on utilise le Hangout qui nous permet de faire des chats en ligne en vidéo. Voilà. Je rebondis un petit peu sur la vidéo. En termes de vidéo, on a également une salle qui est équipée avec une caméra Skype, donc avec un écran qui est complètement autonome, qui est branché sur notre antenne qui est à Dijon ici, qui a la même chose, ce qui fait qu'on a une communication, une salle de conférence de chaque côté sur Skype, alors qui permet de travailler entre ces deux salles-là directement, mais avec d'autres personnes éventuellement si on a besoin. Donc on a une salle prééquipée pour ça en permanence. Donc avec ces deux expérimentations, ça nous a permis d'avoir de nouvelles pratiques, d'avoir des outils communs au sein de notre petit noyau de travail en interne dans l'établissement.
L'objectif, on se posait la question, c'est comment essaimer ces pratiques au sein de l'ensemble des équipes pédagogiques dans l'établissement. Donc notre responsable de formation, Philippe Thibon, a proposé un peu un défi, une expérimentation. C'était en fin 2014, en décembre. L'ensemble des stagiaires, donc stagiaires pour nous c'est les apprenants, hein, de notre établissement sont partis en formation à distance. Voilà. Donc l'établissement était vide, il n'y avait que les formateurs et les salariés, et les stagiaires étaient à distance. Pendant une journée et demie. Pendant une journée et demie. Donc, ce qui nous a permis, bon, en amont, voilà, les 2 jours se sont bien passés. En amont, ça a été un gros travail pour notre comité pilotage en interne de passer toutes nos pratiques, tous les outils qu'on utilisait à l'ensemble de l'équipe, mais ça a été aussi un moyen de plonger ensemble dans une nouvelle expérience. Voilà. Et de motiver un petit peu les équipes de collègues pour découvrir ce que c'est que la FOAD et se mettre les pieds dedans. Beaucoup n'avaient jamais touché à la FOAD et puis n'avaient pas l'intention d'y toucher plus que ça. Certains ont découvert que c'était des outils qu'ils pouvaient utiliser et qui n'étaient pas si inaccessibles que ça. Ça a pu susciter l'intérêt aussi côté apprenant, qui ne s'était jamais lancé et pour qui la modalité FOAD devient une possibilité donc dans leur parcours en termes d'aménagement. Voilà. Alors on ne fonctionne pas en boucle fermée. C'est vrai que on a aussi des réseaux externes qui nous permettent de nous nourrir de nouvelles pratiques, de nouveaux outils. J'ai listé quelques dates clés par rapport à ces réseaux externes. Donc à partir de 2010, on a adhéré à un réseau qui s'appelle ADER, qui est propre au centre de reconversion professionnelle, qui nous a permis de faire nos premières armes sur une plateforme qui s'appelle Ganesha, de réfléchir à des scénarisations de contenu. Donc ce réseau en tant que tel n'existe plus aujourd'hui, il a été englobé dans quelque chose de plus général au niveau des centres de rééducation professionnelle. Alors j'ai fouillé dans mon vieux grimoire, j'y ai retrouvé à partir de 2011 des programmes de la communauté FOAD. Donc peut-être je suis allée à d'autres événements avant, mais en tout cas à partir de 2011 c'est sûr. J'ai retrouvé une rencontre à Clamecy qui avait eu lieu, donc on a commencé à rejoindre le réseau FOAD Bourgogne. Et en 2013, on a vraiment sauté le pas en signant la charte collaborative FOAD Bourgogne. Donc l'ADAPT a rejoint ce réseau. Alors au niveau des réseaux externes, quels sont les apports qu'on peut avoir ? Déjà, ces réseaux externes nous permettent de nous nourrir d'autres pratiques pour aussi après les proposer en interne à nos équipes. Ce que je voulais saluer aussi, c'était le programme Prime qui est proposé alors par la région, le C2R, qui permet de professionnaliser gratuitement nos formateurs. Ce sont des formations qui sont proposées. Donc au départ, c'était plutôt notre comité de pilotage qui s'est formé à ces outils et aujourd'hui, on a nos collègues de l'équipe pédagogique qui se forment régulièrement. J'ai une collègue qui était hier en formation avec Jean van der Spelden sur apprendre en autonomie en FOAD. Voilà. Ce que nous apporte aussi la communauté FOAD Bourgogne, c'est ces journées d'échange, ces journées de conférences où parfois on fait intervenir des personnes de référence sur des thématiques. Alors je me suis rappelée d'une conférence sur le tutorat de Jacques Rodet, donc je me suis beaucoup servie pour préparer les équipes avant les 2 jours de formation à distance. Elles avaient beaucoup de questions sur le changement de rôle entre formateurs et tuteurs à distance. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus en réunion d'équipe pédagogique. J'appartiens aussi au niveau de la communauté Bourgogne à un groupe de travail qui s'appelle Impact de la FOAD sur les formateurs et les organismes de formation. Donc c'est aussi à chaque réunion des échanges sur les outils qu'on pratique au quotidien, des nouvelles façons de fonctionner. Donc ça c'est très riche aussi. Et puis le C2R, donc Laure, je lui fais un petit clin d'œil, elle nous fait aussi une sorte de veille au niveau des temps forts de la FOAD, des choses importantes qui sortent. Elle nous avait alerté sur un décret qui est sorti en août 2014, donc là c'est un clin d'œil à Jean aussi qui va nous parler de ce thème-là cet après-midi, qui vient un peu rappeler les modalités, les incontournables quand on fait une formation. C'est-à-dire par exemple qui va accompagner le stagiaire, on s'engage à quel temps de réponse s'il y a une question, voilà. Donc nous, ça nous a permis de se caler pour cette expérimentation de décembre sur des nouveaux... Alors nous, on ne parle pas de PIF, je sais qu'on parle beaucoup de PIF dans les organismes de formation. Nous, on fait partie du médico-social, donc on parle de contrat de séjour. Donc on a calé notre contrat de séjour sur cette nouvelle réglementation.
en prenant en compte effectivement des délais de réponse, bien citer les accompagnateurs. Donc c'était tous les stagiaires qui ont participé à cette journée et demie de FOAD ont signé ces nouveaux contrats en accord avec le décret d'août 2014. Et puis des choses qui ont été importantes aussi au niveau de la communauté FOAD, on a eu des interventions sur le droit d'auteur. Donc ça nous impacte pas mal en tant que formateur quand on produit des ressources. On nous a recadré sur des incontournables aussi là-dessus. Je vais prendre la parole maintenant. Concernant toujours les réseaux externes qu'on peut avoir au niveau de l'ADAPT, on peut citer des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux de ressources. C'est-à-dire qu'on a construit un partenariat avec nos collègues de l'ADAPT également, mais de 3 cette fois, sur les formations informatiques en tout cas, pour partager nos ressources pédagogiques. Il se trouve que eux comme nous, on utilise le logiciel Opal dont Juliette a parlé tout à l'heure. Donc on a construit un serveur Opal qu'on a mis sur Internet et qu'on a partagé pour les 2 établissements. Donc chacun a son espace pour créer ses ressources, mais on a accès aux ressources, on croise les ressources en fait. Donc ça a demandé un petit peu de travail en amont avant de le mettre en service. Qui a été déjà de rencontrer les collègues pour être d'accord sur les modalités, déjà sur le fait de le faire, ensuite sur les modalités à mettre en œuvre, en particulier sur la construction de l'arborescence, comment ranger les ressources dans le serveur pour que chacun s'y retrouve. À l'époque, avant de mettre en place ce serveur-là, mon collègue Frédéric Bourdex, qui est également formateur informatique au même endroit que moi, donc à Moneto, avait sa façon de ranger, moi j'avais la mienne, et en général, pour s'y retrouver, il valait mieux demander à son collègue pour savoir où était la ressource qu'il avait faite 2 semaines avant. Donc le fait d'avoir rencontré nos collègues de 3 et d'avoir construit cette arborescence fait que maintenant on s'y retrouve. On sait où ranger quelle information. Une information sur les réseaux va être un endroit précis dans le serveur, donc on n'aura pas de problème pour la retrouver, quel que soit l'auteur de la ressource. Ça c'est une chose. Alors l'idée c'est aussi de ne pas modifier toutes les ressources de tout le monde n'importe comment pour qu'un an après, quand on attaque une nouvelle formation, on retrouve la ressource telle qu'on l'avait laissée. Donc les 2 centres ont 2 ateliers. À l'intérieur d'Opal, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des ateliers qui sont des zones de travail qui sont protégées. On a chacun nos mots de passe, chacun nos accès. Et ces ateliers-là, Frédéric et moi accédons à notre atelier de Moneto en lecture-écriture et on accède à l'atelier de 3 en lecture uniquement. Donc on peut récupérer leurs ressources et les retravailler de notre côté sans pour autant mettre du bazar dans leurs outils. Cette façon de fonctionner, on est également en train de la construire aujourd'hui avec un autre CRP qui ne fait pas partie de l'ADAPT cette fois, qui est le COS-CRPF de Nanto. Il se trouve qu'on a été amené à collaborer avec les formateurs également informatiques là-bas dans le cadre du réseau de l'AFPA de création des ressources et d'évolution du titre des techniciens d'assistance en informatique. Donc on a, comme on n'est pas très loin, on a eu l'occasion d'échanger pas mal et on est en train là de se partager justement on est dans la partie d'études et de mise en place des échanges au travers d'Opal, puisque eux utilisent Opal également. Donc on se rend compte en fait que cet outil de création de ressources est un élément également fédérateur au niveau de nos réseaux externes. Donc ça c'était pour nos réseaux de ressources, tu peux passer, voilà. Donc au niveau des autres réseaux qu'on peut avoir, c'est des réseaux d'apprentissage. Donc là on est toujours sur l'ADAPT de 3, sur nos collègues de 3. Il se trouve qu'ils ont des formations en informatique qui sont relativement complémentaires avec les nôtres. À l'écran, il y a un petit tableau à droite sur lequel je vous ai mis la Bourgogne d'un côté et 3 de l'autre. En Bourgogne, on a 2 formations, TAI, niveau 4, T2SI, niveau 5, comme je vous disais au tout début. Niveau 3, oui, tiens, j'ai mis 5. Bon, c'est un niveau 3, T2SI. J'ai fait une erreur dans ma diapo. Donc à 3, par contre, ils ont 2 formations IDI, donc installateur, dépanneur en informatique, qui lui est un niveau 5. Là, je ne me suis pas trompé. Et TRTE, qui, je ne me souviens plus exactement des termes, mais c'est plutôt orienté télécom.
réseau télécom. Voilà. Donc qui est relativement proche également de l'informatique. Donc c'est avec eux, c'est avec ces formateurs-là qu'on échange nos ressources, mais on échange également nos parcours de formation, en particulier sur des stagiaires qui peuvent se retrouver alors soit en difficulté, soit au contraire s'ennuyer dans une formation parce qu'ils ont beaucoup plus sous le pied, ils peuvent aller beaucoup plus loin. On peut être amené à aller changer de parcours. Un T2C, un TAI par exemple, qui serait en difficulté, ça nous est arrivé l'année dernière. On sait que le titre TAI ne pourra pas y prétendre. On est à un quart, un tiers de la formation. On lui propose de basculer sur une formation IDI en restant à Moneto, mais en suivant l'ensemble des ressources qui sont faites à Troyes. Donc il se retrouve en FOAD vis-à-vis de Troyes, mais il reste à Moneto physiquement, avec le support physique éventuel des formateurs qu'il a sur place, mais en ayant comme formateur référent celui de Troyes et en ayant les ressources qui proviennent de Troyes au travers de leur plateforme FOAD. Voilà, donc ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne dans un autre, et il est question qu'on élargisse encore tout ce partenariat entre les deux centres pour aller un peu plus loin dans les croisements de parcours entre les deux centres. Voilà. D'autre part, les ressources qu'on utilise en FOAD, il se trouve qu'on les utilise aussi en présentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de différence finalement entre les ressources qu'on propose à nos stagiaires qui sont présents sur site, qui sont dans le bureau d'à côté d'une autre, et les stagiaires qui sont à Troyes ou n'importe où ailleurs finalement, que ce soit à Dijon, on en a eu de Tarbes je crois à une époque, on en a eu sur Bourges, un petit peu partout. Donc finalement ils ont les mêmes ressources, ils ont le même parcours pédagogique et les mêmes outils pour y accéder. C'est-à-dire que les stagiaires qui sont dans le bureau d'à côté utilisent la même plateforme FOAD pour accéder aux ressources. Bon, évidemment, ils ont l'avantage de pouvoir venir toquer à la porte quand ça ne marche pas, quand les connexions se font mal, par exemple, ou quand ils rencontrent un problème. Les stagiaires en FOAD ont juste un outil différent, c'est-à-dire qu'ils vont passer par un Hangout ou par un email pour nous contacter, au pire par le téléphone quand la connexion Internet n'est pas bonne. Ce qu'on connaît aussi. Voilà pour les réseaux d'apprentissage. Le dernier réseau qu'on voudrait partager, c'est le réseau des apprenants. On a un petit peu tendance à l'oublier quand on est formateur, mais une fois qu'on a construit nos réseaux avec nos partenaires pour préparer la FOAD, pour préparer les ressources, en interne éventuellement pour préparer l'établissement, les apprenants aussi ont besoin d'accéder à des ressources et pour ça, ils ont besoin de réseau. Juliette parlait tout à l'heure d'un guide d'entretien qu'on a construit au sein du COPIL FOAD de l'ADAPT Moneto. Ce guide d'entretien-là nous permet en particulier d'identifier et surtout d'aider les apprenants à identifier les réseaux qu'ils peuvent actionner, qu'ils peuvent mettre en œuvre pour apprendre. Alors ces réseaux-là, c'est tout bête, des fois, c'est simplement les formateurs, ils peuvent les appeler au téléphone. C'est bête, mais 80% de nos stagiaires n'y pensent pas. Simplement, quand on leur demande quels sont les réseaux que vous pouvez actionner, ils oublient de dire que ils peuvent nous contacter. On a même des stagiaires qui sont partis en formation pendant une semaine, qui ne nous ont pas contactés une seule fois dans la semaine, et qui ont pourtant rencontré des problèmes. Donc c'est un peu surprenant, donc c'est bien de le mettre en œuvre, de le mettre en exergue en tout cas. Parmi ces réseaux qui peuvent mettre en œuvre également, on a tous les points d'accès aux ressources qui peuvent être une cyberbase qu'on va trouver dans une ville proche, qui peuvent être un autre CRP. On a des stagiaires qui utilisent d'autres CRP pour accéder à nos ressources, leur connexion Internet, la connexion Internet de la famille également. Parmi les ressources qu'ils peuvent mettre en œuvre au-delà de la technique, ça peut être simplement d'anciens collègues ou d'anciens réseaux de connaissances dans leur ancien métier qui peuvent contacter pour obtenir une aide, des amis, de la famille éventuellement, des voisins. Voilà, toute une partie de la partie humaine qu'on n'a pas dans la FOAD, qu'il ne faut pas oublier et que notre guide d'entretien permet justement d'identifier et ça permet essentiellement aux stagiaires d'en prendre conscience en tout cas, ou au moins d'identifier ce qu'ils ont et de pouvoir les mettre en œuvre. Où en suis-je? Oui, voilà, je suis au bout de ma diapo, je
Je pense qu'on a fait le tour. Si tu n'as rien à ajouter, Juliette, je pense qu'on peut passer aux questions. Si vous avez des questions, évidemment. Moi, j'avais une réaction. Ouais, enfin, c'était une interrogation par rapport à... vous avez évoqué le guide d'entretien. Ça me semble extrêmement important. Et je cherchais quel rapport avec ce qu'on appelle parfois positionnement. C'est-à-dire... oui, c'est pas la même chose. Enfin, j'entends par positionnement, moi, comment dire, un peu l'état des lieux du niveau dans lequel l'apprenant se trouve par rapport soit au contenu, soit aux outils. Effectivement, on n'est pas du tout dans le domaine de l'évaluation. On est plus dans un échange pour faire émerger, comme on l'a mis sur la diapo, les atouts et les freins qu'on pourra déjà lister avant que le stagiaire soit à distance et soit en difficulté. Alors je dis bien atout parce que c'est le moment de l'entretien, c'est aussi le moment de valoriser les points forts du stagiaire pour le rassurer avant qu'il parte à distance, avant qu'il travaille seul. Toujours à la fin, on a une partie de l'entretien qui est une synthèse où vraiment on va aussi mettre en avant ses atouts pour le rassurer, le mettre en confiance. Et puis les freins, on les liste aussi parce que certains peuvent carrément empêcher le départ à distance. Voilà. Donc ça peut être par exemple les enfants à garder le mercredi si je suis à distance, ça peut être un environnement trop bruyant, ça peut être une absence de chauffage, enfin voilà, ça peut être des choses très variées. Donc c'est vraiment avoir un échange pour que le parcours FOAD se passe bien après. Ouais. Oui, ma question était effectivement liée à des problématiques éventuellement d'accès, de réseau ou même, je dirais, d'usage. Hein. Je reprends souvent cette anecdote, ça fait rire, mais j'ai posé une fois la question comme ça dans un groupe d'apprenants à l'IRTES en disant est-ce que vous utilisez Internet et certains stagiaires m'ont répondu non, je ne vais pas sur Internet, j'ai un ordinateur mais je ne vais pas sur Internet. Et je leur dis et vous faites quoi avec votre ordinateur? Parce que ça peut être intéressant de savoir. Je fais mes cours sur le Bon Coin. Et j'ai trouvé ça effectivement très intéressant de voir que comme M. Jourdain faisait de la prose, on fait des fois de la connexion sans être sûr de ça. Mais c'était quand même intéressant de poser la question parce que pour cette personne-là, il n'y avait pas possibilité de le faire. Or en fait, il y avait quand même un usage. Mais cet usage n'était pas, je dirais, intégré, identifié comme tel. Alors le guide de l'entretien met en avant ce genre de choses, essaye de mettre en avant ce genre de choses, d'identifier les moyens que le stagiaire va avoir pour accéder aux ressources, pour accéder à Internet. Je parlais tout à l'heure des cyberbases comme exemple, c'est un exemple, et ça fait partie des choses que le guide d'entretien nous amène à apporter aux stagiaires. Des réponses en tout cas qu'on peut apporter. Je voudrais juste souligner sur ce guide d'entretien, on parle un petit peu technique. Le guide d'entretien fait une 12aine de pages de mémoire. Il y a une seule page sur la partie purement technique, sur le type de matériel que le stagiaire peut avoir à sa disposition, son accès Internet, etc. On a juste une page là-dessus. Le guide d'entretien est vraiment très orienté vers l'individu, la personne, quelles sont ses ressources, quelles sont ses capacités pour le faire, au-delà de l'aspect purement pédagogique. Quel est son environnement quel est l'environnement dans lequel il sera pour faire sa FOAD, savoir si l'environnement est bienveillant, si l'environnement lui permettra de le faire, et quels sont les réseaux externes auxquels il pourra faire appel pour travailler. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, vous avez des réactions, des questions à poser à Juliette et Jérôme? Donc, Didier Roux, je suis psychologue du travail à Pôle emploi et j'interviens à la MDPH. Donc, alors, quand on reçoit donc quelqu'un qui a un projet de formation, on s'adresse à qui par rapport à la FOAD? C'est-à-dire, en gros, si je reçois quelqu'un qui est travailleur handicapé ou qui vient de déposer un dossier à la MDPH, on pense que une solution formation à travers la FOAD peut être une solution. Je l'adresse à qui? Alors, il y a deux modalités. Il nous est arrivé de recevoir une notification MDPH. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément dans le champ du handicap, on ne peut pas convoquer, nous, les apprenants en direct chez nous. Il faut qu'ils passent par une autorisation de la maison départementale des personnes handicapées, qui nous fait une notification pour l'entrée des personnes. Il nous arrive d'avoir donc des notifications MDPH pour une formation avec une mention FOAD dedans. Donc, ça peut arriver directement comme ça. La MDPH se prononce pour un parcours d'une personne, par exemple en informatique,
sur une modalité FOAD, c'est possible. Le plus souvent c'est plutôt en cours de formation, les personnes arrivent en présentiel classique. Des problèmes se dessinent, que ce soit de la fatigabilité liée au handicap, des problèmes familiaux, etc. Et on a un formulaire en fait, d'aménagement de parcours. Si vous voulez, chez nous, il n'y a pas de FOAD préconçu, c'est à la demande du stagiaire. Il y a un formulaire à remplir avec son formateur référent. Il nous fait une demande d'aménagement de son parcours avec ce qu'il souhaiterait avoir en rythme, etc. On va se réunir, alors avec au moins le formateur référent et le responsable de formation, parfois le médecin s'il y a besoin. On étudie sa demande, alors ça peut être un refus aussi, hein. Ça peut être un refus, je ne sais pas, une personne va être en dépression par exemple, souhaite plutôt travailler de chez elle, nous on sent que ça ne va pas être bon pour elle, on va pas forcément accepter sa demande, ou peut-être réduire le volant du travail de chez elle, ou alors ça peut être tout simplement accepter la demande ou proposer un autre rythme. Voilà comment ça se passe. L'intermédiaire entre refuser et accepter purement, on peut avoir aussi de l'intermédiaire, c'est-à-dire accepter pour 2-3 jours, une semaine, et puis voir à la fin de la semaine, à la fin de cette première période, si c'est jouable, si le stagiaire ne s'est pas retrouvé en difficulté, le faire revenir au centre pour faire un débriefing de tout ça, et éventuellement relancer une FOAD derrière. Très souvent, jusqu'à maintenant en tout cas, la plupart des formations FOAD qu'on a mises en œuvre, c'était des formations sur des petites parties, sur des petits éléments des parcours, qui nous permettait d'évaluer aussi au fur et à mesure et de re-rencontrer le stagiaire au fur et à mesure de l'évolution pour éviter de le perdre complètement de vue, de le perdre complètement finalement dans sa FOAD. On a jusqu'à présent, à quelques rares exceptions près, mais je n'ai pas expérimenté moi, c'est des collègues qui ont expérimenté, on a eu très très peu de formations purement FOAD. D'ailleurs, l'établissement ne se positionne pas là-dessus. Mais par contre, par exemple, en formation secrétaire comptable, il y a un parcours aménagé où la personne est toutes les semaines 2 jours à distance. Donc ça dépend, les pratiques varient aussi beaucoup d'une formation à l'autre, effectivement, dans l'établissement. Il y a peut-être un problème de repérage. Moi, il me semblait dans la question, il y avait aussi quelque chose de l'ordre de comment identifier les opérateurs qui sont positionnés sur ce champ-là. C'est-à-dire que le travail de la MDPH est effectivement de proposer des orientations, enfin, voilà, mais quelle lecture a les professionnels de la MDPH sur des structures qui font ou font pas l'ADAPT, bah oui, parce que vous êtes connu, encore que, je ne sais pas si tout le monde sait que l'ADAPT, Moneto, 3, etc., fait de la FOAD dans ses formations professionnelles. Hein. Il me semble qu'il y a le portail au niveau de la Bourgogne où on est référencé de mémoire. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'avec notre interlocuteur MDPH, on a aussi des relations régulières, notamment avec le référent insertion, formation, ce qui nous permet de nous faire connaître. Après, au niveau de la Bourgogne, pour les autres établissements, je ne sais pas comment eux se signalent en tant que prestataires, entre guillemets, FOAD. Je pose la question. Oui, Jean van der Spedelen a une autre question. Laure lui passe le micro. Merci. Ce n'est pas des questions, ce sont des remarques. La première, c'est sur le FOAD. Vous avez bien illustré le haut d'ouverture avec cette succession cette cascade de réseaux où appreneurs et apprenants, on est de la même configuration. C'est-à-dire que plus les apprenants sont en réseau et plus ils seront efficaces. Et plus nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la formation, on est en réseau au sein de l'équipe pédagogique, au sein de l'organisme ou de manière inter-organisme. Hein. Donc je me tourne vers la vice-présidente du conseil régional, il faudra changer. Hein. Ce n'est pas avec la Franche-Comté que vous allez vous marier, mais peut-être avec Champagne-Ardenne, hein, puisque l'ADAPT a déjà mis un pied en Champagne-Ardenne et apparemment aussi en Ile-de-France. Donc, vous allez à Besançon aussi, puisqu'on devrait avoir un marché pour ouvrir une antenne là-bas. Voilà, donc les frontières régionales vont être compliquées. Donc vous avez parfaitement illustré le haut d'ouverture, hein, qui me paraît fondamental, cette mise en réseau à plusieurs niveaux, sans parler même des réseaux informatiques que vous avez aussi parfaitement illustré avec le choix d'Opal, le choix des serveurs, la nécessité d'organiser les ressources de manière organisée, hein, pour compléter ce que disait Christophe. Plus ça va aller et plus on va devoir s'organiser, hein, ordre et désordre. Et puis le deuxième point que je voulais remarquer dans votre prestation, c'est vous avez dit les ressources qu'on a faites, on les utilise aussi en présentiel.
et donc d'insister sur cette complémentarité entre la distance et la présence, et qu'on va de plus en plus travailler, nous, en termes d'ingénierie, sur la complémentarité entre le présentiel et le distanciel en fonction des besoins des apprenants. Ça aussi, c'est une deuxième remarque que je voulais relever dans votre présentation. Alors, en termes financiers aussi, parce que parfois avec la direction, on fait des points sur la stratégie qu'on veut mettre en place, sur les coûts que ça engendre. C'est vrai qu'on a des plateformes, c'est vrai qu'on a des serveurs. Nous, ce qu'on explique aussi, c'est que tous les contenus qu'on produit, qu'on met sur la plateforme, ils servent certes au parcours qu'on a ponctuellement à distance, mais aussi à tous nos stagiaires en présentiel. Donc ça justifie aussi les moyens mis en place. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette belle prestation? Comment? Non, pas de remarques, pas de questions. Bon, eh ben merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Et bravo. Et bravo. On est à 1 minute près, on est exactement dans les temps. C'est quand même formidable. On n'y est pas pour grand-chose, mais c'est quand même formidable. Avant d'aller déjeuner, puisque ça va être l'heure quand même, hein, quand même, oui. et boire un petit peu, il y a 2-3 petites choses à vous dire. Oui, 2-3 petites choses, Jacques. Là. Par exemple, j'ai remarqué, Juliette vient de partir, on est quelques-uns, on a tous des badges, mais il y en a certains qui ont des pastilles vertes. Là, ça veut dire quoi? On est identifié différemment? Voilà, les pastilles vertes correspondent à toutes les personnes actives et membres de la communauté FOAD de Bourgogne. Donc c'est une façon simple pour les nouveaux arrivants, les touristes, les visiteurs, de se dire bah, tiens, je veux avoir plus d'infos, et ben, allez rencontrer les personnes qui ont une pastille verte. Ils devraient pouvoir vous apporter des informations. Et si ce n'est pas complet, et ben, allez rencontrer une autre personne. D'accord, alors moi, parce que je pensais pastille verte, je me disais c'est un problème de circulation avec la chaleur, le machin, tout ça. Non, voilà, non, ça identifie les familiers de la communauté et puis ceux qui sont attendus à bras ouverts. Oui, tout à fait. Lionel, dans les pochettes, il y a une enveloppe secrète. Ah oui, j'ai remarqué. Il y a une enveloppe secrète. Oui, j'ai vu ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont... il y en a beaucoup qui ont respecté la consigne de ne pas ouvrir l'enveloppe. Voilà, oui. Voilà. Alors, je crois que ce n'est pas une tombola. Alors, non, je crois pas. Alors, effectivement, il y a cette fameuse enveloppe là, que je découvre en même temps que vous. Non, voilà. Mais qu'est-ce donc? Tu peux nous dire ce que c'est? Alors, je me souviens vaguement, oui, c'est... Oui, vous pouvez l'ouvrir. Ah ben voilà, oui, si, bon, voilà. Voilà. Et oui, il fallait la consigne, les animateurs. Non, c'est bien, vous êtes très disciplinés. Voilà, donc... Tu l'as pas ouverte? Voilà. Donc le but du jeu, voilà. Voilà, donc c'est dense. Il s'agit effectivement de compléter ce que vous avez pu apporter comme élément vos contributions via le réseau Twitter. Hein. Là maintenant, c'est effectivement un petit questionnaire très succinct auquel vous êtes conviés à répondre. Et sur 3 dimensions, c'est-à-dire à partir de tout ce qu'on a vu ce matin, excusez-moi, et dont les différents points qui ont été exposés, les points sur lesquels vous êtes en accord, hein, ce qui ferait donc consensus, quels sont les points qui ont été évoqués et qui feraient polémique, ou qui font polémique, et puis les points qui interrogent. Hein. Ouais. Donc voilà, donc évidemment des réponses doivent être assez succinctes, hein, bien entendu. Il s'agit d'une contribution qui sera réexploitée ultérieurement, en tout cas dans la journée. Attendez avant de répondre, parce qu'il y a un défi supplémentaire quand même. Ah, il y a un défi supplémentaire? Ben oui. C'est que le but du jeu, c'est que vous ne répondiez pas tout seul, mais que vous alliez construire votre réseau en allant rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et que vous travaillez à 2 pour faire la réponse. Parce que le réseau, c'est très bien avec Internet, mais c'est aujourd'hui, maintenant, vous pouvez aussi aller au-devant de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est un sujet de discussion potentiel pour engager la conversation avec une personne. Sachant qu'on ne vous demande pas d'y réfléchir pendant des heures et qu'on sait bien que d'ici 10 minutes, un quart d'heure grand maximum, tout le monde aura envie de manger.
Oui, les retours peuvent se faire après manger d'ailleurs. Il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit fait immédiatement. Il y a une petite bannette là, qui est posée sur cette table-là et qui servira d'urne, de recueil, de réceptacle voilà. Pour ces contributions qui, effectivement, comme le rappelait Jacques et que j'allais omettre, doivent être construites à deux. Voilà. Donc, voilà, bon appétit, bonne réflexion, bon partage, bons échanges. Et à tous ceux qui nous suivent à distance, n'hésitez pas à utiliser le fil Twitter si par mégarde vous avez des remarques à partager, des points saillants sur cette matinée, soit qui vous semblent faire consensus, soit qui vous semblent nécessiter réflexion, voire questionner.